amis de la petite balle jaune, vous êtes dans Retour Gagnant et vous avez bien raison. Nouvelle semaine, nouvel épisode et nouveau visage puisqu'on est ravis d'accueillir Pierre-Hugues Herbert sur notre plateau. Salut Pierre-Hugues, merci d'avoir répondu à notre invitation. Salut, merci de m'avoir invité. Et de toute façon, je ne peux pas refuser en fait. Je suis sous la contrainte de venir quand Nicolas me demande de venir, donc c'est pour ça que je suis là. Oui, Nicolas Mahut, je ne sais pas si tu connais. Tous les deux, Salut, vous êtes déjà croisés. Salut Nico. Oui, quelques fois, ça nous est arrivé de partager un peu le terrain de temps en temps. Eh ben oui, on a réuni la paire mythique quand même de double Mahut-Herbert sur un cours de tennis. Et dans le plateau de Retour Gagnant aujourd'hui, on a plein de choses à débriefer. On va parler de double, bien sûr. On va aussi parler de Coupe Davis, puisque ça avait lieu ce week-end à Orléans. Et vous y étiez tous les deux le premier tour. La France était opposée au Brésil. La salle était pleine, vous y étiez tous les deux. Pierre-Hugues sur le terrain. Avec ce double décisif avec Benjamin Bonzi, victoire de la France 3-0 face au Brésil de João Fonseca, on en a pas mal parlé pendant l'Open d'Australie. C'est un beau succès, 3-0, 3 victoires, nettes et sans bavure. Il y a eu d'abord Hugo Humbert face à Fonseca qui a gagné son match en 2-7 et pareil pour Arthur Fils face à Seamus Wild. Et derrière, nouvelle paire avec Benjamin Bonzi, ça s'est bien passé? Non, mais le week-end s'est extrêmement bien passé. Voilà, je sentais en arrivant sur ce week-end qu'on allait vivre une rencontre de Coupe Davis en France à nouveau, après les changements qu'il y a pu y avoir dans le format et l'impact que ça a eu en France sur cette compétition qui était juste extraordinaire. Voilà, ça faisait du bien déjà de sentir ça. Et après, c'est vrai qu'il y avait cette rencontre avec João Fonseca, avec une équipe du Brésil voilà, qui allait nous mener la vie dure. Et on s'est préparé pour ça. Et pour le coup, les mecs ont hyper bien commencé le samedi. Nico était là, ils ont grave fait le taf. Il y a eu un premier match entre Hugo Humbert et João Fonseca où ça frappait très fort. Ouais. Nico était au bord du terrain. Ça jouait très très bien. Hugo, comme à son habitude, a été extrêmement présent et a ramené ce point-là pour la France. Et ensuite, Arthur a confirmé ensuite contre notre ami Thiago Sebottwell. Alors, il n'y a pas eu de coup d'épaule, mais il y a eu une poignée de main un petit peu, voilà, un peu chaude. Il y avait des rencontres de Coupe Davis ce week-end. Voilà, il y a eu des rencontres de Coupe Davis ce week-end. Et on a réussi à gagner ce dernier point avec Benjamin pour notre première. Donc voilà, ça a été... Et ensuite, Giovanni qui a joué son premier match. Donc finalement, toute l'équipe a participé à cette victoire à 4-0. C'est une victoire d'équipe. C'est rarement pour du beurre une rencontre de Coupe Davis, même si le score est acquis. Lui, c'était sa première dans l'équipe. C'est important de pouvoir... Non, mais c'est important aussi pour lui, à l'avenir, qu'il ait pu jouer ce match. Si ça avait été à 2-1, est-ce qu'il aurait joué on ne sait pas, le choix du capitaine. Mais en tout cas, pour lui, c'est important de pouvoir disputer un match avec le maillot de l'équipe de France et de l'avoir gagné en plus en 2-7. C'était un week-end bien plein pour l'équipe de France. Et de l'extérieur, moi, j'ai vraiment trouvé une équipe de France bien unie, bien soudée, avec une bonne ambiance, du sérieux. Pierre-Hugues l'a dit, Hugo très impliqué, très possédé comme à son habitude. Et puis surtout un énorme niveau de jeu sur ce premier match. Ouais. Et toi qui as connu les différentes versions de cette Coupe Davis, tu dis que tu as ressenti qu'il y avait eu un peu un changement autour de l'attente aussi de ce match. Alors, c'est le retour des matchs à domicile home and away. Là, c'est à Orléans en France. Est-ce qu'on sent que ça peut-être, il y a un petit frémissement sur le retour de la Coupe Davis qu'on a tant aimé et qui avait un petit peu disparu ces dernières années? Je ne crois pas au retour de la Coupe Davis comme on l'a connue. Ça n'existe plus. Et d'une certaine manière, voilà, ça marchait en France, mais dans les autres pays, ça ne marchait pas. Il fallait trouver une solution pour que finalement les meilleurs joueurs du monde puissent la jouer et que cette compétition revive d'une certaine manière. Mais oui, en France, j'ai ressenti, déjà, c'est un bon indicateur, c'est l'entrée sur le terrain, comment on se sent avant. J'avoue avoir fait des Marseillaises et j'en ai fait avec toi quand on était à Madrid où, voilà, triste, il ne se passe rien, quoi. Vraiment, il ne se passe rien. Alors, on est là. En Autriche, c'était pire. En Autriche, à huis clos, voilà. Mais là, on a vraiment... En tout cas, moi, j'ai ressenti quelque chose en entrant sur le terrain. J'ai eu des frissons. La Marseillaise, elle a été magnifique aussi avec le public. C'était une petite salle de 3000 personnes. C'était un petit chaudron. Et j'espère en tout cas que ça va être... et franchement, je crois que ça va être quelque chose qui va nous amener... un petit peu... qui va nous ramener à ce qu'on connaissait un peu de la Coupe Davis. Oui, parce qu'on l'a évoqué, il y a eu aussi ces petits coups de pression, ces petites polémiques. On ressent un peu
comme aux plus belles heures de la Coupe Davis, même pour les joueurs qui sont impliqués, cette importance de cette compétition. Oui, ça se voit aussi à l'entrée du terrain, le visage des joueurs, il n'est pas le même que tout au long de l'année sur le circuit, que ce soit même Arthur, entre les deux matchs, quand il est rentré sur le terrain, on sentait un visage fermé, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'envie, de stress, de rapporter son point pour l'équipe de France. Et ça aussi, c'est un indicateur de voir l'implication des joueurs, de voir ce que ça peut représenter pour la Coupe Davis. Ça déchaîne un peu moins des passions que ce que ça pouvait être il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais ce format-là, je le préfère à vraiment ce qui se passait. Et le fait qu'il y ait un deuxième tour aussi en home et away, là, l'équipe de France va se préparer à jouer en Croatie. Même si sur le papier, l'équipe de France est favorite. Et je rejoins d'ailleurs, j'ai écouté ce qu'a dit le président. Moi, je crois vraiment en cette équipe, ce potentiel. Cette équipe-là a vraiment le potentiel pour remporter la Coupe Davis. Donc il y aura un test en Croatie, même si sur le papier, ils sont plus forts. Toujours difficile, et on s'en souvient bien de jouer la Croatie en Croatie. Oui. Pas facile, mais en tout cas, il y a le réservoir, il y a les joueurs, il y a l'implication, il y a l'envie aussi des joueurs pour aller très très loin dès cette année. Et c'était une première avec Benjamin Bonzi, ça en appelle d'autres. La paire a plutôt bien fonctionné. On a senti que c'était monté en puissance au niveau de l'alchimie au cours du match. Et le fait d'être allé chercher la victoire, ça augure de bonnes choses. Très sincèrement, ce n'était pas un exercice facile d'aller gagner ce match-là. On jouait une équipe qui était assez soudée, qui se connaît extrêmement bien, qui a déjà joué en Coupe Davis et qui a quand même sorti son match. Et pour nous, c'était un exercice difficile. Premier match ensemble. Et oui, on s'est préparé 5 jours avant ensemble, mais bon, c'est peu de temps et on ne sait jamais. Finalement, sur un terrain, il y a des choses qu'on n'explique pas forcément. Pourquoi est-ce que ça a marché avec tel ou tel joueur? Mais ce qui est certain et ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a le sentiment, plus on passait de temps, mieux on se trouvait et mieux ça se passait. Et ça reste bon signe de pouvoir gagner finalement un match en Coupe Davis. L'important, c'est de ramener le point à la France, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est sûr que plus on passera du temps avec Benjamin, plus on jouera bien. Après, comme dit, c'est pas nous qui faisons l'équipe, c'est le capitaine qui prend ses décisions, qui fait l'équipe. Je pense qu'il a mis l'accent sur une équipe qui pouvait être assez polyvalente, où il pouvait avoir plusieurs options. C'est pour ça qu'il a fait le choix de cette équipe-là. On a joué toute la semaine aussi avec Arthur Fils et avec Giovanni Mpecci, qui ont gagné les juniors à Roland-Garros, qui se connaissent par cœur, qui sont aussi potentiellement une équipe qui, dans le futur, va pouvoir performer en Coupe Davis en double. Donc voilà, il y a plein de choses, et surtout c'est en septembre, il peut se passer tellement de choses. On a un vivier quand même de beaucoup de joueurs. Il va falloir voir ce qui se passe sur les 6 prochains mois. Oui, justement, ce sera les retrouvailles avec la Croatie en septembre sur 2 jours. Les Croates qui ont battu les Slovaques à domicile. Le dernier affrontement France-Croatie en Coupe Davis, c'était la finale perdue en 2018 à Lille. Et la dernière victoire de la France, c'était l'année d'avant. Vous y étiez tous les deux dans cette équipe, Nico, Pierre-Hugues. Nico, tu n'avais pas joué cette finale. Pierre-Hugues, tu avais disputé le double. Bien fait de venir, moi, aujourd'hui. Oui, mais on va raconter toute cette histoire. Ah oui, avec plaisir. Ouais. J'ai une question à poser à Nico, est-ce que tu as gagné la Coupe Davis? Ça, c'est toujours un débat. Vous voyez, on va se disputer. Bien sûr, tu es sur le palmarès parce que... C'est toujours la même chose, et c'est ce que je raconte, c'est que sur le jeu, tu as la ligne sur le palmarès, tu peux dire que tu as gagné la Coupe Davis, mais est-ce que tu as l'émotion? Moi, j'ai pas l'émotion. Donc c'est à chaque fois le débat qu'on peut avoir. J'ai évidemment fait partie du groupe. J'ai une un peu différente. Pas celle que tu aurais eu en jouant. Ça sera l'objet aussi, peut-être on pourra en revenir, mais déjà, j'ai pas mon nom sur la coupe. Alors que quand tu gagnes d'autres tournois, tu as ton nom sur la coupe. Donc mon nom n'est pas sur la coupe. Donc on peut toujours en débattre. Le sentiment de l'avoir gagné, c'est très personnel. Je suis très partagé sur la question. Ouais, ça c'est peut-être une des plus grosses cicatrices qu'on ait dans notre relation. C'est finalement cette Coupe Davis de 2017 qui a été... très très dur dans notre relation pour l'un. Oui, en fait, on a réussi à sortir. C'est pas forcément notre fête, mais exactement. Ça reste quelque chose qui a été très dur. On rappelle le contexte. Au début, Nico était prévu pour jouer le double lors de cette finale. Il y a eu plusieurs choses, donc il faudrait peut-être 2 retours gagnants. On va faire enfin un retour gagnant. Et oui, on devait jouer ensemble, on est partis au Masters, il y a eu des blessures, il y a eu plusieurs changements. Et au final, c'est toujours le capitaine qui a raison, surtout quand ça se passe bien. Il a fait ce choix-là. Heureusement pour l'équipe de France, il a été payant.
C'était c'était un contexte particulier. On était quand même très favoris à Lille devant plus de 20 000 personnes. Il fallait absolument gagner ce point-là parce qu'en face, il y avait un David Goffin en feu. Et le capitaine a eu raison. Et sur ce match-là, Pierre-Hugues, il faut le dire, a quand même été exceptionnel. À sa place, j'aurais vraiment pas réussi à jouer ce match. Parce qu'il doit jouer. Il revient, il se blesse, il se fait un lumbago au Masters. Donc on abandonne, on ne joue pas notre 3e match du Masters la semaine avant. Il se soigne vite fait. Il est d'abord dans un premier temps sorti de l'équipe, puis remis dans l'équipe pour jouer. Pas de son côté, avec un partenaire avec lequel il n'a jamais joué, en finale de Coupe Davis. Et tout ça en 48 heures. Et avec toute cette pression, il a réussi à sortir un match et ils ont gagné le match en 4-7. Quelque chose que moi, j'aurais pas pu faire à sa place, donc vraiment un grand coup de chapeau. C'est gentil, mais tu étais avec moi sur le terrain. Oui, j'ai essayé d'accompagner au mieux, mais j'ai... Parce que du coup, tu étais dans les tribunes. Ouais. Alors, j'étais pas en tribune quand même, j'ai eu la chance, j'avais une petite place sur le banc quand même. Mais j'étais pas en tribune, j'aurais pu, mais j'étais quand même sur le banc. J'avais accès au vestiaire. On lui a donné un badge et il avait le droit de porter ma clé de chambre, elle était toujours active, donc ça c'était pas mal. J'avais le droit de venir. Et puis j'avais le droit de boire de l'eau aussi. Non mais pour le coup, dans le dernier jeu, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'est lui qui me dit où je dois servir. Et à un moment, c'est un point important donc pour conclure le match. Et je crois que tu m'as dit de faire un kick. Ouais, tu m'as dit de faire un kick première seconde. Et j'en ai fait un monstrueux. Et voilà, donc même si c'est vrai qu'il n'était pas avec moi sur le terrain, de toute façon, c'est une des choses dont je me souviendrai le plus de Nico, parce qu'on a vécu plein de moments extraordinaires. On en a vécu aussi des difficiles, il y a eu des discussions, il y a eu des moments qui ont... Voilà, quand on joue pendant 8 ans, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas comme ça et ça se passe toujours bien. On a eu énormément de très bons moments, on a eu des moments où c'était un peu plus dur. Mais il y a un moment dont je me souviendrai toute ma vie et ça c'est quelque chose qui reflète bien aussi l'homme qu'il est et le joueur qu'il est et aussi l'importance qu'il a pour les équipes de France. C'est finalement, je pense que ton rêve, ça a toujours été de jouer une finale de Coupe Davis et d'en gagner une, et c'est pour ça que tu as joué au tennis. Et le jour où il était censé jouer avec Julien, et où finalement, au dernier moment, on lui annonce qu'il ne jouera pas, je me rappelle de son discours à table avec toute l'équipe, et des mots qu'il a pu avoir pour l'équipe, et de la classe, et de la grande classe, et de l'amour qu'il a pour cette équipe. Et ça, on ne lui enlèvera jamais, et c'est souvent là qu'on voit le vrai caractère ou les grands champions. Voilà, des personnes. Finalement, là, c'est pas une question de champion. Non, c'est pas une question de champion, c'est une question d'homme. C'est là où on voit vraiment l'homme et voilà, il nous a. En tout cas, moi, à ce moment-là, il m'a bluffé parce que, pour le coup, tu dis, tu n'aurais pas été capable, mais moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. En tout cas, la France a gagné un coup de Ce match a été gagné, donc tu étais aligné avec Richard Gasquet, vous avez gagné cette finale en 2017. Il y a eu aussi la finale 2018 et vous aviez joué ensemble pour le coup. Vous êtes les seuls à avoir gagné votre match en finale de 2018, il me semble. Cette finale perdue face à la Croatie. Tu l'as dit. La France peut aller au bout cette année, donc on suivra ça. Ouais, moi j'y crois vraiment. Je crois vraiment que cette équipe a le potentiel. Polo va avoir un gros travail cet été aussi parce que évidemment il y a beaucoup d'options en simple, donc il faut toujours mettre les bons joueurs au bon moment. Mais il y a vraiment un gros travail. Il y aura des choix à faire aussi pour le double. Et il y a une vraie réflexion à mener. Et il y a plein d'options possibles. Il n'y a pas une équipe qui se dégage réellement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'équipe qui joue au quotidien et ce qui a été pendant longtemps, il y a eu des Lodra Santoro, il y a eu nous, il y a eu des Benetton Lodra. Là, c'est un peu différent, donc il y a des vrais choix et ça va être intéressant. En tout cas, moi, je crois vraiment en cette équipe. On suivra ça avec soin. On va revenir sur votre paire à tous les deux, le plus beau palmarès français en double. On le rappelle, 21 tournois gagnés côte à côte depuis 2015, 5 titres du Grand Chelem. Le Grand Chelem en carrière, vous avez gagné les 4 tous les deux, 2 Masters, 7 Masters 1000. Le dernier, c'était en janvier à Montpellier, tous les deux, votre dernier titre. Il est meilleur que moi pour ce genre de réponse, donc je vais laisser Nicolas répondre. Oui, je pense que c'est ça. On va, avant de revenir sur ce palmarès, on voit la fiche de Pierre-Hugues et les titres que tu as remportés avec Nicolas. On a un petit florilège Et tu te sens bien, toi, sur le fait que tu es un mondial et que moi, je suis que 2 ? Parce que tu as joué un tournoi avec un autre mec pour avoir 300 points d'avance. 500, c'était Rotterdam.
500, ouais. Mais... Tu te sens bien avec ça, avec le fait que tu m'aies pas accompagné, que je puisse pas t'accompagner sur le numéro 1? Non, j'aurais préféré que tu sois, mais je pense qu'en 2019, on aurait pu l'être tous les deux. En 2019, il n'a pas manqué grand-chose. Non. Ouais. Mais ouais, bah, c'est toujours un peu un petit regret aussi de ne pas avoir terminé l'année 1. Non, mais je me suis blessé, il n'y a pas de... Ah oui, on n'avait pas terminé l'année 1, c'est vrai. Ouais. On a fait un beau Masters pour bien clôturer l'année. Mais ouais. J'aime bien voir ces chiffres-là, c'est beau. Ouais, on va revoir quelques belles de matchs, quelques moments importants de votre carrière ensemble, et puis on en reparle. Set a match. Herbert Mahut. Two sets to love. 6-4, 6-4. They've done it. Herbert and Mahut. Mais que dire, Nico? Ça fait 5 ans voilà, qu'on a des hauts, des bas. Aujourd'hui, c'est un haut. J'ai passé une semaine extraordinaire et Thank you. Lanes are ready, thank you. Pierre Gobert and Nicolas Mahut are the 2019 ATP Finals champions. What a season speech, should I say, last year. That they'll be back and they'll be ready to win it again, and they stayed true to their word. That was some performance, some week, despite the slight back injury for Mahut. The last couple of days, no signs today. They were just rock solid. Too good. The first. Game, set a match. Herbert Mahut. 6-4, 7-6. And the last word for my partner. Well, this is the last Grand Slam trophy we have. We have so much fun on court, but I have to say I love you like my brother, and I hope we're going to play a few more years together. Ecco, partita incontro Herbert Mahut. 6-4, 7-6. 6-4, 7-6. Game, set a match. Herbert Mahut. 2 sets to love. 7-5, 6-4. C'est des beaux souvenirs. Ce sont des beaux souvenirs. Il y a cet amour fraternel dont vous parlez dans les discours.
Ça s'est construit au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ben, ça fait toujours. Moi, je suis au cœur. C'est vrai que l'air de rien, on a joué 8 ans ensemble. Au bout d'un moment, c'est plus qu'un partenaire. On a créé une relation. Il y a très peu d'équipes qui ont joué aussi longtemps. Si on enlève les Brian, qui sont frères jumeaux, qui sont obligés de se supporter de toute manière. Obligés de s'aimer pratiquement. On fait partie des rares équipes à avoir joué aussi longtemps. On a eu des hauts et des bas, mais à chaque fois, on a une relation où on est capable de pratiquement tout se dire et quand on a des moments un peu difficiles, de les surmonter. Et ce qui nous permet de vivre des moments comme on a pu vivre là. Et c'est vrai que ça fait partie des grands moments dans la carrière. On a vu l'US Open, les Masters, beaucoup d'émotions, surtout de mon côté. À un moment des balles de match, j'ai un peu de mal à gérer. Et c'est ce qu'on disait, surtout à chaque fois sur les finales. À chaque fois, Pierre-Hugues sortait des matchs astronomiques. La balle de match de la finale de l'US, c'est incroyable parce que moi, j'arrivais plus du tout à jouer. C'était ma 3e finale de Grand Chelem. On avait perdu en finale avec Mika 7-6 au 3e contre les Brian. On avait perdu avec Pierre-Hugues la même année en Open d'Australie en finale. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai 33 ans, donc je me suis dit, je n'ai jamais gagné de Grand Chelem. Et donc, on se retrouve là à l'US. On fait une finale incroyable. Et premier set, ça va, j'arrive à jouer correctement. Et on mène 6-4 et on se rapproche de la fin et je ne pouvais plus jouer. C'est-à-dire que tétanisé, je n'arrivais plus du tout à être sur le moment présent. J'étais seulement sur la projection de potentiellement gagner ou pas. Et on arrive sur ce dernier jeu. Donc là, on a vu cette balle de match qui est quand même assez elle est belle, incroyable. Mais tout le jeu, c'est-à-dire que moi, je perdais mon point. Je crois que le point que je gagne pour être à 15-40, c'est une double faute. On se retrouve et il gagne tous ses points. Et à 15-40, on a une balle de match et là, on ne l'a pas vu, mais je mets un retour. Mais je pense qu'il s'en souvient encore. Je n'ai jamais atterri. Je pense 3 mètres dehors en longueur, 2 mètres dehors en largeur. Je n'arrivais plus à jouer jusqu'à cette balle de match. Et il m'a vraiment porté. C'est vrai qu'en termes d'émotion, la sensation d'adrénaline qu'on a ressentie au moment de cette balle de match, c'était assez dingue. Et sur le premier Masters, il y a aussi pas mal d'émotions parce qu'on a eu beaucoup de mal sur ce tournoi. Les 3 premières années, on avait galéré. On faisait des matchs, des poules où on ne gagnait pas un match alors qu'on était tête de série 1 ou 2. Et l'année d'avant, on avait perdu en finale avec balle de match. Donc c'était un tournoi qui a été difficile pour nous à remporter. Et ça fait plaisir de revoir ça. Ouais. Non, mais complètement. Enfin, c'est... Voilà, quand on a commencé, je me rappelle très bien la première fois où on a commencé nos premiers échanges. D'abord, on s'est joué, on était l'un contre l'autre, on s'est joué en challenger de temps en temps, d'ailleurs avec Nicolas Renavant, qui est aujourd'hui mon entraîneur, qui a été son entraîneur aussi, et qu'on a vu sur les images en Australie. Au départ, c'était ça, et ensuite, je me rappelle très bien quand, fin 2014, tu m'appelles, tu me dis « Ouais, ça serait bien qu'on essaye de jouer ensemble ». J'étais 90e joueur mondial en double. Je venais de gagner un tournoi à Tokyo et il m'appelle et il me dit voilà, j'aimerais bien tenter ça, Mika, on arrête de jouer ensemble. Si à ce moment-là on avait su qu'on allait atteindre tous ces objectifs et avoir tous ces trophées à la maison, c'est sûr que Nicolas il fait partie de ma vie. À la maison, surtout toutes les coupes que j'ai, c'est grâce à notre équipe, grâce à lui, grâce à ce qu'on a construit. Donc voilà, c'est des moments extraordinaires et je pense que aussi, très souvent je réponds ça, mais il y a les trophées, il y a plein de choses qu'on a fait, il y a nos matchs en Coupe Davis, mais une des choses dont je suis le plus fier, c'est qu'on est quand même de caractères, je ne vais pas dire opposés, mais extrêmement différents. Et une des plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à jouer pendant 8 ans, d'avoir réussi à se regarder, à se parler, à se dire franchement les choses et à avancer ensemble. Et on a construit quelque chose, c'est vrai, qui a amené de la performance sur le terrain et je pense du plaisir pour nous et aussi du plaisir pour les gens qui nous ont suivis à la télé. Donc, voilà, c'était génial et on a quoi, on a 8 ans d'écart, un peu plus 7 9, ouais. 9 ans. Voilà, c'était une association aussi où il y a un écart d'âge et on a réussi à amener un petit peu faire un mix qui amenait beaucoup de problèmes à nos adversaires. Et voilà, donc c'est... Moi qui suis enfin, ça me fait toujours, c'est un peu... Voilà, c'est surtout quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on est sur la fin, en train de terminer, c'est là le moment où on peut faire un peu plus le bilan, se poser et se rendre compte des choses qu'on a pu accomplir. Parce que c'était aussi une des différences. Quand on gagnait un tournoi, moi je me projetais en disant tiens, il faut gagner le prochain. Et on avait du mal un petit peu à c'était affolant, ça. Un peu plus sur la fin. On avait le trophée du Masters, il fait bon, l'année prochaine, l'Australian Open, d'accord, hein. Et genre, le mec,
Mais c'est bon, tranquille, on kiffe un peu. Ce que j'ai réussi mais un peu plus sur la fin. Il nous a poussé. Tu nous as poussé à essayer d'avoir ça. Ouais. Et donc, du coup, là maintenant, ça me permet de regarder un petit peu en arrière et d'apprécier ce qu'on a pu faire. C'est des belles images. Et comme il l'a dit, moi aussi, forcément, il fait partie vraiment de ma vie, de mon parcours. C'était chouette. Puis, c'est pas encore terminé. J'ai pas officiellement raccroché la raquette. Donc, on aura l'occasion de prendre un petit peu de plaisir sur le terrain, j'espère, une fois ou deux cette année. Il y a le tournoi de Rotterdam en ce moment sur Eurosport, bien sûr. Vous allez suivre ça. Nico va être aussi aux commentaires. C'est un tournoi que vous avez remporté 2 fois ensemble. 4 fois pour toi, Nico, avec d'autres partenaires, Michael Yodra et Vasek Pospisil. Il aimait bien la Hollande, entre Rotterdam, Saint-Hertogenbosch. C'était un voyage que tu aimais bien faire. Ouais, justement, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce tournoi? Je sais pas, moi j'adore ce tournoi. Il y a aussi beaucoup d'histoires sur ce tournoi. Il y a beaucoup de grands joueurs en simple qui l'ont remporté. Et puis c'est tout bête, mais quand on joue le tournoi et qu'on joue sur le central, déjà le central est magnifique. Il fait partie des plus beaux terrains d'indoor selon moi. Et il y a tous les noms des vainqueurs autour du terrain. Donc moi, à chaque fois que je vais sur le terrain, je me fais mon palmarès en tête. Je me dis, que ce soit en simple ou en double, en tout cas quand tu joues en double, il y a le palmarès du double. Et donc je voyais tous les grands joueurs qui ont gagné, toutes les équipes. Et je ne sais pas, ce tournoi pour moi il résonne et j'avais envie d'y briller. Parfois, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais on a des bonnes ondes. Et à l'inverse, il y a des tournois qu'on déteste. Et forcément, ce n'est pas forcément rationnel. Mais là-bas, ça s'est toujours bien passé. Tu aimais bien Dubaï, toi, non? Alors, Dubaï, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, il m'a dit « Allez, viens, on va à Dubaï ». Je ne voulais pas jouer là-bas parce que j'avais une mauvaise expérience plus tôt. Et je lui disais « Non, j'ai pas envie ». Parfois même, je ne jouais pas du tout. Et l'an dernier, j'y suis retourné, ou il y a 2 ans, et en fait, j'ai adoré. Donc c'est lui qui avait raison. Donc je lui ai dit. Tu ne l'as pas vraiment dit. Je lui ai dit un petit peu comme ça. Ouais, et voilà. Et le pire, c'est que j'aurais été presque prêt à aller jouer à l'E. Ça te fait mal, ça. Ah, ça fait très très mal. Pourquoi? Parce qu'il est allemand et qu'il voulait toujours jouer à l'E. Et moi, j'étais bloqué sur le Queens. Enfin, j'ai fait mes études en Allemagne, donc je parle allemand. Et c'est vrai que j'avais joué à l'E. En plus, j'avais bien joué à l'E avant. Je m'étais qualifié une année, j'avais passé un tour. Mais je n'ai jamais réussi à jouer à l'E. Et j'ai été bloqué. Et puis, mais après, le Queens, c'est extraordinaire. J'ai des blocages. Il y a des belles histoires au Queens. Oui, mais parfois, je suis assez obtus. Et c'est sa force aussi de pouvoir être un peu plus souple. Mais je me dis quand même qu'une fois ou deux, on aurait pu aller jouer à l'E. Je regrette un petit peu aujourd'hui. Avec vous, on a un peu vécu l'âge d'or du double, en tout cas avec notre prisme français, parce qu'il y a eu beaucoup de victoires. Et puis il y avait cette tradition aussi française, tu as parlé tout à l'heure de Yodra, de Forget-Lecomte, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a évolué un petit peu la façon dont le double est perçu aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu moins regardé qu'avant? Est-ce qu'il y a moins d'engouement ou au contraire, ça marche toujours aussi bien pour avoir fait les 2 circuits, un double et simple évidemment? Moi, je pense que ça fait bien une quinzaine d'années que ça a amorcé. Il y a un regard sur le double qui est pas celui d'avant. À partir du moment, dans la fin des années 90, où les joueurs de simple, un petit peu, ont commencé à se concentrer sur leur carrière de simple, à moins jouer le circuit de double, ça a perdu un petit peu de son intérêt. Nous, pourquoi on a réussi à aussi intégrer l'équipe de Coupe Davis, etc., c'est qu'on a dû être les meilleurs à un moment donné. On a dû gagner des grands chelems, on a dû être numéro 1 et numéro 2 mondiaux pour qu'on nous fasse confiance et qu'on se dise, voilà, cette équipe peut jouer et avoir un regard sur cette discipline, en tout cas sur notre équipe et sur le double français, un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est vrai que le regard qui est porté sur le double, il n'est pas... contrairement à ce qui peut se passer aux États-Unis ou en Angleterre ou en Australie, sur les pays anglo-saxons où ils ont une culture du double plus importante. Nous, en France, c'est souvent le joueur qui n'a pas réussi en simple, donc qui va en double. Donc c'est assez dénigré. Et puis aussi sur le circuit ATP, il n'est pas assez mis en avant, alors que les gens adorent déjà jouer en double, regarder le double. On voit l'importance que le double a en Coupe Davis. Je suis assez pessimiste sur l'avenir du double sur le circuit parce que les décisions qui sont prises ne sont pas en faveur de développer le double. Je pense qu'il y aurait des choses à faire en termes de programmation, en termes de communication sur le double. Rien qu'à voir sur les réseaux, à chaque fois qu'il y a des images, il n'y a jamais des images de double.
sauf quand il y a un joueur de simple qui joue en double. Ouais. Toi, tu es bien placé en plus, parce qu'en tant que directeur de tournoi, tu as aussi ce regard-là sur dans la programmation, c'est sur... dur. C'est vrai qu'il y a moins intérêt. C'est pas diffusé aussi, on le voit de temps en temps en antenne, mais il n'y a pas des doubles vraiment qu'on met en avant. Donc tant qu'il n'y aura pas cette volonté-là de promouvoir ces disciplines, ça sera très compliqué, alors qu'il peut y avoir des choses exceptionnelles. Oui. Est-ce que l'émergence du padel, par exemple, où ça se joue à deux contre deux, ça peut aussi faire un petit peu mal au double, ou pour le coup, c'est pas les mêmes spectateurs, c'est pas les mêmes... Pour moi, c'est vraiment différent. Après, j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre-Hugues là-dessus, mais pour moi, c'est... Moi, je n'ai pas pris la parole parce que j'étais assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, je n'allais pas rajouter du temps de parole alors que je pense un peu la même chose. La différence, c'est que les tout meilleurs joueurs du monde, aujourd'hui, ne jouent pas le double. Et donc, forcément, ça fait un peu moins de pub pour cette discipline qui est ancestrale et qui fait partie de ce sport et qui est hyper importante, je pense, et qui amène aussi de la vie. Et je pense, même si on parle des tournois, les tournois sont des fois un peu énervés, mais ils sont contents d'avoir un double pour qu'il y ait de l'action toute la journée aussi sur une fin de tournoi. C'est considéré par les organisateurs parfois, c'est un peu... C'est difficile parce que sur les terrains, ça prend des terrains, il y a beaucoup de joueurs, donc ça prend des terrains d'entraînement. Je pense qu'avec le format des 10 jours des Master 1000, il y a une réflexion à mener aussi sur à quel moment on place le double. Pour aussi, quand c'est des Master 1000 sur 10 jours, il y a des joueurs de simple qui ne peuvent plus jouer. On est tous d'accord sur le fait que pour qu'il y ait... on serait content de voir un Tsitsipas jouer en double, même avec un Rune par exemple. Les gens viendraient les voir parce que les gens aiment le double. Effectivement, sur une compétition de 10 jours, il peut y avoir des moments où les joueurs de simple peuvent aussi le rajouter à leur programmation et puis trouver un moyen pour que ce soit plus fluide. Est-ce que c'est en début de tournoi, est-ce que c'est en fin de tournoi, raccourcir la durée du double, en tout cas sur la longueur, et pas les mettre en 10 jours. En tout cas, il y a des réflexions, des pistes pour ne pas lâcher cette discipline. Le tennis a toujours été du simple, du double, donc ça serait dommage de le voir disparaître, à mon avis. Toi, tu es plutôt pessimiste aussi sur l'avenir du double ou... Très sincèrement, j'ai du mal à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs, puisque les joueurs se spécialisent en double, ce qui n'était pas le cas avant. Le jeu a évolué aussi parce que les joueurs de simple passent de moins en moins de temps au filet. Ils passent de plus en plus de temps en fond de cours, alors que le jeu de double se joue dans l'ensemble vers l'avant et au filet. Donc après, quand ils viennent jouer des doubles, ça ne se passe pas forcément toujours très bien parce qu'ils vont jouer quelqu'un qui foncièrement est moins fort ou moins performant parce qu'il est moins complet, etc. Mais vu qu'ils se sont spécialisés sur la discipline, ils vont se retrouver à avoir vraiment du mal à gagner, voire même potentiellement à perdre. Donc ils n'ont plus forcément l'attrait de faire les deux finalement, parce que si c'est pour jouer un double et pas pouvoir vraiment s'entraîner pour son simple et que ça n'ait pas d'impact positif sur le simple, ils ne vont pas forcément le jouer. Et tout ça fait que finalement, il y a un équilibre qui est un peu bizarre. Et là, c'est un peu la guéguerre entre les joueurs de simple, les joueurs de double. C'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi aussi à l'ATP, le double, ils veulent tout changer. Ils veulent le jouer sur 3 jours. Enfin bref, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait le double mixte qui allait jouer potentiellement la semaine des qualifs pendant l'US Open. Voilà. En tout cas, ils cherchent des solutions pour trouver le meilleur format. Mais en tout cas... le double, en tout cas de mon côté, a toujours été une partie importante de ma carrière et le sera toujours et juste extraordinaire aussi comme spectacle, tout simplement. Oui. Parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas en simple, il y a des réflexes. Sur la balle de match tout à l'heure. Il y a aussi cette cohésion d'équipe qu'il faut amener dans un sport un peu individuel, ce qui n'est pas forcément facile. Donc il y a des choses qui sont un peu différentes et je trouve que c'est un très très beau spectacle. Après, c'est certain que c'est mieux d'avoir les meilleurs joueurs du monde qui le jouent. Peut-être qu'il y en a un qui va arriver, qui va vouloir très très bien jouer en double. Ouais. C'est quoi la suite pour toi, Pierre-Hugues, le programme Là, c'est assez rigolo parce que je pars en challenger. Tu retrouves Benjamin Bonzi. Exactement. Je repars en challenger donc, à Lille et je joue Benjamin. On s'est déjà joué 3 fois en fin d'année dernière. Il a terminé 1 dehors à Rotterdam, donc il est 60e mondial et il vient faire un challenger à Lille parce qu'il n'a pas pu jouer cette semaine-là. Ok, donc prochaine étape, ce challenger. Lille, exactement. Ensuite, Marseille, je l'espère. Je suis 7 dehors en qualif et on va demander
On va demander à jouer en double aussi avec Benjamin là-bas, mais il va nous falloir une invitation. Et ensuite, le Challenger de Pau. Voilà. Très bien, beau petit programme. On suivra ça. On suivra ça sur Eurosport. Rotterdam cette semaine avec Nico au commentaire. Merci à tous les deux. C'était génial d'avoir vos regards croisés et tous vos souvenirs, vos anecdotes. Et on sent la complicité, hein, vraiment, entre vous deux. On a passé un peu de temps ensemble. Ouais, on a voyagé aussi. Mais c'est bien de nous faire des émissions comme ça on repasse un petit peu du temps ensemble, ça fait toujours du bien. Ouais, c'est bien. Ouais, merci pour l'invitation. Merci d'être venu, je crois que c'est grâce à Nico. C'est grâce à Nico, je crois. Merci à tous les deux, merci à cette petite Nolwenn Bigouin et Romain Kurz en régie pour la préparation de cette émission. Et nous, on se retrouve mardi prochain dans Retour Gagnant. Et d'ici là, Rotterdam sur Eurosport avec Nicolas Mahut, entre autres.